Petit rappel peut-être sur les questions, comme vous le disiez, d'accéder au chat pour la conversation. Et on prendra vos questions quand c'est des questions de compréhension au fil de l'eau. Et sinon, on les regroupera selon certains sujets, selon l'intervention. Donc surtout, allez-y, posez des questions. Ce qui permet au webinaire d'être vivant, intéressant, c'est de pouvoir rebondir. Voilà, on espère que ce qu'on a prévu vous intéressera et vous fera justement réfléchir et poser des questions. Et on a envie de ça. Et donc, du coup, place à nos témoins. Je vais les laisser se présenter, évidemment, mais je veux d'abord les remercier de nous accueillir, d'avoir préparé et d'avoir bien voulu témoigner de leur expérience. Donc, merci beaucoup. C'est du temps, un petit peu. Puis, c'est de l'exposition aussi. Et donc, super, c'est très intéressant de partager l'expérience. Bon, voilà. Il y a quelques mois, on avait Biomérieux. La dernière fois, on avait EDAP, qui est plus une ETI. Aujourd'hui, on est sur une petite entreprise et c'est cool de pouvoir justement aller d'une entreprise, d'une structure à une autre et de travailler sur des thématiques à la fois très complémentaires et fortement intéressantes. Donc, Olivier, Aymeric, est-ce que je peux vous laisser vous présenter peut-être d'abord? Bonjour à tous. Merci à Optime de nous inviter en tant que témoin pour ce webinaire. On est ravis de venir témoigner. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec Optime depuis la création de Skyray. On va dire quelques mots sur Skyray. Et moi, je suis Olivier Crépon, je suis directeur général. J'en profite de Skyray. Je profite de saluer quelques clients de Skyray qui ont gentillesse de participer à ce, enfin gentillesse et puis l'intérêt, qui ont pris l'intérêt de participer à ce webinaire. Et bonjour tout le monde, Aymeric Barret, je suis le directeur technique de Skyray. Présenter un petit peu beaucoup de choses qu'on a faites depuis 2 ans et demi avec Paul et Optime. Super, merci beaucoup. Je me rends compte qu'on a oublié de se présenter, Domiti. Oui, peut-être 2 mots avant de vous passer la parole, on a oublié. Domiti, qui es-tu? Domiti, qui je suis? Je suis consultante chez Optime Ressources depuis 4-5 ans, après d'autres intérêts avant une autre carrière, dans la distribution et dans la responsabilité sociétale des entreprises, justement. Et je suis très engagée donc, au sein d'Optime sur la RSE et sur tout ce qui est management de projet et management. Super, et moi c'est Paul, donc je suis un des dirigeants d'Optime Ressources. Et moi, je travaille beaucoup dans la transformation des organisations et l'accompagnement des organisations dans leurs évolutions. Voilà, qu'elles soient humaines, excellence opérationnelle, quel que soit le projet stratégique qui est à la clé. Et bien, c'est parti. Bien, on a préparé une présentation pour guider ce qu'on va vous dire. Et donc, on peut passer à la première diapo. Oui, celle-là, c'est là, reprend juste le titre. Alors voilà, donc quelques mots sur Skyray. Donc, Aymeric et moi avons démarré en novembre 2020 l'aventure Skyray. Et alors, c'est à la fois une nouvelle société et néanmoins, on a été créé par une société existante, elle, depuis 2015, qui s'appelle Everose, qui est une société anglaise, mais qui était déjà implantée en France et qui souhaitait développer une nouvelle activité, qui a décidé de le faire à travers une nouvelle société, donc Skyray. Donc Skyray est une société d'ingénierie spécialisée dans le photovoltaïque et le stockage d'énergie. Alors, j'ai mis juste sur cette diapo notre marché pour montrer essentiellement une chose, à savoir que c'est un marché qui est en très forte croissance. Donc, vous voyez, on voit 2023 là sur l'axe des abscisses. On a l'impression qu'on en parle déjà beaucoup depuis plusieurs années, mais en fait, la pente est assez faible. Et vous voyez que ce qui nous attend entre 2023 et 2030, donc dans finalement un assez court terme, est une croissance encore plus forte. Et donc, c'est principalement cette raison-là qui a décidé Everose à adresser une offre de services supplémentaires pour cette filière-là. Alors, on a marqué le photovoltaïque en France. En fait, on aurait dû essayer de montrer les perspectives en Europe, puisque Skyray a vocation à adresser ses offres de services sur la France, évidemment, mais aussi sur l'Europe en général, l'Europe de l'Ouest, du fait de notre actionnaire majoritaire Everose, qui est présent en Angleterre, mais aussi par le contexte de croissance qui existe dans les différents pays de l'Europe de l'Ouest. On
a l'habitude de présenter nos métiers suivant deux grands axes. Donc, nous, on fait des missions d'ingénierie, de conception et d'ingénierie pour plutôt des grands projets photovoltaïques et de stockage. Et on a l'habitude de présenter nos services suivant deux grands axes. Une phase plutôt de conception, d'études, qui est dans la phase amont de développement des projets. Et puis, tout un tas de services liés à la réalisation eux-mêmes des projets. Donc consultation des entreprises pour le compte de nos clients, suivi des travaux, en phase de réalisation et donc on appelle Honors Engineering en anglais. Voilà, donc c'est les deux grands types de services que l'on offre. Et puis on a juste mis une référence qui nous fait, enfin qui est assez amusante puisque c'est l'aéroport Cristiano Ronaldo. C'est un aéroport au Portugal dans les îles des Açores. Ceux qui suivent un peu le football, Cristiano Ronaldo, c'est originaire des Açores. Donc, il a déjà un aéroport à son nom. Et donc, tout simplement, on accompagne Sunmine, qui est un client français. Alors, Sunmine, c'est en fait une filiale de Vinci, du grand groupe de construction Vinci, qui désormais développe et construit, exploite ensuite même des centrales photovoltaïques. Et donc là, on les accompagne pour des ombrières sur les parkings de l'aéroport. Ce qui est intéressant dans cette référence-là, deux choses peut-être. La première, c'est que, vous voyez, alors Sunmine, c'est une filiale de Vinci, donc c'est aussi pour dire qu'aujourd'hui, on va pas passer, on peut beaucoup parler de nos clients, mais on a beaucoup de clients très nombreux, et y compris les grands groupes tels que Vinci, et c'est pas les seuls, mais ils ont développé ils développent les moyens propres d'énergie pour leur autoconsommation. Et c'est le deuxième point. On voit en bas à gauche un schéma que je ne veux pas expliciter dans le détail, mais qui essaie de dire la part d'énergie photovoltaïque qui va participer à leur consommation. Et puis évidemment, comme on produit beaucoup plus que ce qu'ils consomment sur un aéroport, le reste est injecté sur le réseau. Et donc, c'est une dimension, enfin, c'est un type de projet assez classique et qui se développe beaucoup par tout type d'industriel aujourd'hui. Voilà. On a prévu une partie. Alors, notre présentation, il y a deux grandes parties. Une partie plutôt sur la stratégie, une partie sur les outils et les process. On essaie de répartir le travail avec Émeric. Je parlerai de la première partie, et puis Émeric de la deuxième. Mais comme l'a dit Domitille, comme on dit Domitille et Paul, évidemment, si vous avez des questions au fil de l'eau, pour comprendre bien, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on peut démarrer. Donc, je l'ai dit, on a nous démarré, on a été recruté par Rose, on a démarré en novembre 2020. Et assez vite, on s'est dit que, alors malgré le fait qu'on soit dans un grand groupe, un groupe qui avait déjà des compétences un peu dans tous les domaines, on avait aussi néanmoins quand même une forte autonomie pour développer notre activité. On s'est dit que c'était intéressant d'être accompagné par quelqu'un, quand je dis quelqu'un, une société qui voilà, nous accompagne à 360 degrés sur tous les sujets. Et alors, j'ai bien aimé la règle du jeu qu'il fallait mettre un maximum de 3 réponses sur les 10, parce que sans doute que pour Skyray, alors je ne sais pas si ça aurait été 10, mais en tous les cas, on a été amené à travailler sur les 2 dernières années sur plus que 3 sujets. Et donc, évidemment, Optime a été précieux pour d'abord choisir les sujets, les prioriser, éviter les angles morts. Je crois que c'est un mot qu'on a utilisé souvent. Et donc, ça nous a amené à travailler dans les 2 grandes dimensions, donc la stratégie de Skyray et les outils et les process. Alors, sur la stratégie, en fait, tout a commencé par quelque chose qui est assez, maintenant, ça me paraît évident, mais ça n'était pas obligatoirement démarrant. C'était de nous refaire dire ou qu'on prenne conscience de ce qu'était notre objectif. Alors, je suis désolé, la présentation est en anglais, mais bon, c'est de l'anglais, comment on dit, du globish plutôt, parce que notre actionnaire est anglais. Ces documents-là ont aussi été partagés avec dans le cadre de notre reporting avec notre actionnaire. Et donc, ça explique la présentation en anglais. Alors évidemment, notre actionnaire nous avait donné une feuille de route, mais avec Optime, on s'est réapproprié le projet. Enfin, il fallait qu'on se réapproprie nous le projet, mais on l'a fait avec Optime. Et on a commencé par cette question de l'objectif. Et alors, on le dira sans doute plusieurs fois, mais c'est vraiment important. Depuis 2 ans, c'est vraiment notre ligne,
en alpinisme, on dit ça, notre fil de cordée. C'est-à-dire que vraiment, quand on est un peu, voilà, quand on ne sait plus trop où on est, on se dit, voilà, on revient à l'objectif et c'est ce qui nous permet de retomber sur nos deux jambes. À partir de cet objectif-là, on en a déduit des critères, des facteurs de succès. Et donc, on en a 4 qui nous sont apparus, alors qui sont assez classiques, là aussi, mais je peux en commenter quand même 2. Il y a celui complètement à droite, qui est que société d'ingénierie dans le domaine du photovoltaïque et du stockage d'énergie, on a évidemment vocation à participer à développer un mix énergétique durable et économique, mais vous voulez aller un petit peu plus loin dans la notion de définition de durable, et donc on a explicité le caractère d'émission de CO2 de nos projets, en étant absolument convaincu que, évidemment, par notre propre activité, on a vocation à maîtriser notre empreinte carbone, mais via nos projets, on a un levier qui est maximal. Et donc, on s'est donné comme, enfin, c'est un des éléments pour atteindre notre objectif, que de contribuer à définir le projet, à faire réaliser des projets qui ont l'empreinte carbone la plus faible possible. Et puis celui de gauche, qui est grisé, qu'on va un peu plus commenter, qui va être notre fil ensuite pour la suite de la présentation, c'est qu'évidemment, comme on était une nouvelle activité, eh bien, il y a la question du développement et de la croissance. Et notre actionnaire nous a assez vite, dès le début, donné l'idée que développer fortement Skyray, et que donc mettre en place les outils et la stratégie pour atteindre cette croissance-là était un élément clé de notre objectif. Donc, si je reviens à l'objectif, alors la croissance n'apparaît pas dans le titre, mais Financial Model Goals, c'est parce que dans notre business plan initial, l'objectif de croissance il est explicite. Et à travers des projets durables, ça c'est notre métier. Donc, on a traduit par une empreinte carbone minimale. Pour l'objectif de croissance du chiffre d'affaires, ça nous a conduit à retenir trois axes de travail. Le premier qui est faire l'analyse de nos clients et de nos marchés, d'une certaine manière. Alors ça, je crois que c'est exactement un des thèmes dans les 10 qui étaient proposés. Ensuite, alors ça, c'était assez classique, mais c'est mieux en le faisant et on vous dira en 2 mots ce qu'on a fait. Et puis après, il y a 2 termes qui sont un petit peu, qui étaient complètement nouveaux pour nous, qui justement nous aident à construire cette croissance. Et évidemment, on va rentrer dans le détail de ces 2 sujets-là, la mafia offer et le throughput. Donc ça, c'est vraiment la méthode et les outils d'Optime qui sont venus nous soutenir pour rentrer dans ces 2 sujets-là, et on va vous les expliciter. Sur l'analyse des clients, donc on a fait un exercice évidemment à 2 dimensions. Le premier, un exercice interne avec Émeric et d'ailleurs une partie de l'équipe de Skyray. Mais on a aussi fait un exercice interne ou pseudo-externe avec notre board. Alors de façon assez classique, il y a, dans la gouvernance Skyray, il y a donc Émeric et moi à la direction, et on rend compte à un board qui représente nos actionnaires. Donc il y a 5 personnes dans ce board-là, et dans ce board, avec ce board qui avait été beaucoup à l'origine du projet, donc on retrouvait des personnes qui avaient beaucoup pensé le projet Skyray. On a repris avec eux cette discussion sur l'analyse de nos clients avec l'animation Optime pour s'assurer qu'on bouclait la boucle entre ce qu'eux ils avaient imaginé comme projet pour Skyray et ce que nous on souhaitait en faire concrètement. Bon, le tableau qui est en dessous, c'est assez classique d'une approche d'une analyse client, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Peut-être la petite chose quand même qui est, donc on a mis des types de clients à gauche. Donc c'est soit des opérateurs énergétiques qui ont décidé de ne pas internaliser l'ingénierie, et donc évidemment ils ont besoin de Skyray pour le faire. Et aussi un grand autre type de clients, ce sont les fonds d'investissement.
pour réussir cette croissance là que j'ai montré dans la première diapo, il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, et donc il y a tout un tas d'acteurs qui sont des fonds d'investissement, on appelle ça des fonds d'infrastructure, anglo-saxons ou français, enfin, et donc qui n'ont pas non plus d'ingénierie, ils ont surtout des avocats et des financiers, et par contre mettent beaucoup d'argent désormais pour construire des actifs énergétiques en Europe, et donc ils viennent nous chercher. Et donc peut-être la petite spécificité de ce tableau, c'est qu'on est vraiment parti de la création de valeur de nos clients, c'est la deuxième colonne, savoir ce que Skyray pouvait apporter à cette création de valeur, pour bien vraiment qu'on colle aux besoins de nos clients, et puis en déduire des facteurs de succès, et enfin une stratégie, une business stratégie pour y répondre au mieux. Et donc là, ça nous a conduit à retenir certains types de services et à en écarter d'autres. Ça nous a même conduit à privilégier un certain type de clients par rapport à d'autres. En particulier, là, j'ai mis les deux qui ont été considérés comme prioritaires. En tous les cas, très important pour réussir cette croissance. Diapo suivante. Alors, la Mafia Offer, comme on a beaucoup utilisé ça, mais on s'est laissé guider. Je laisse Optime et je crois que c'est Paul introduire cette notion. Super, merci. Alors, donc, je me permets donc de prendre la parole, parce que vous l'avez demandé, hein, mais alors, désolé pour le mot Mafia Offer, évidemment, l'idée, c'est un mot choquant, mais c'est pour attraper l'attention de chacun. Évidemment, c'est quelque chose de très positif, et contrairement à ce que son nom indique, l'idée est vraiment, donc ça vient de Goldratt, hein, qui est un des fondateurs, un des créateurs de la théorie des contraintes, qui avait défini la Mafia Offer, c'est comme étant une offre qu'on ne peut pas refuser. Et comment arriver à créer une offre qui, comme la photo semble le suggérer, génère tellement de besoins et d'envie que finalement les clients font la queue pour attendre. Voilà. Donc ça, c'est le concept. Alors là, pour l'instant, j'ai rien défini, hein. Alors une autre autrice qui a écrit sur le sujet, Lisa Schenkoff, a écrit: c'est une offre tellement bonne que votre client ne peut pas la refuser et que vos concurrents ne peuvent ou ne veulent pas offrir. Donc c'est un peu plus détaillé, hein. Donc on a une offre qui répond tellement aux besoins fondamentaux du client que lui, il dit mais en fait c'est la réponse dont j'ai absolument besoin, et il faudrait que, si possible, elle repose sur des avantages concurrentiels qui sont difficiles à copier. Alors des corollaires, là c'est plutôt l'écriture Optime là, ça, et je vous donnerai un exemple juste après, hein, sur un slide d'après. Ça veut dire qu'il faut avoir un avantage compétitif qui réponde à ce qu'on appelle le core problème, ou un besoin profond et clé du client. Et pour ça, il faut donc connaître son core problème. Donc, c'est quoi son core problème? C'est d'avoir tellement bien compris son business qu'on a compris comment on allait faire effet de levier. C'est-à-dire on se décale, c'est-à-dire on ne regarde pas le core problème de Skyray, on regarde le core problème des clients de Skyray. Et on essaie de vraiment les comprendre, de vraiment dire mais comment ils créent de la valeur pour pouvoir les aider à en créer. Pour pouvoir vraiment, on a tellement compris comment il y avait, où étaient les effets de levier, mais où étaient aussi du coup les contraintes, où étaient les difficultés pour eux de créer de la valeur. On a tellement bien compris qu'il faut développer des réponses réelles, concrètes, performantes, qui répondent à ces problèmes-là. Mais du coup, dernier corollaire, ça veut dire qu'il ne faut pas être moyen, il ne faut pas être médiocre, il faut avoir un savoir-faire opérationnel qui soit top et qui répondent vraiment. Parce que après, c'est très bien d'avoir compris, mais enfin, si on ne sait pas répondre, ça, on n'a pas beaucoup avancé. Donc, non seulement il faut avoir compris le core problème du client, mais en plus, il faut avoir développé une excellence. Alors, moi, je dirais bien en excellence opérationnelle, mais un savoir-faire opérationnel qui soit au bon niveau. Alors, je vous donne un exemple, et sinon je suis trop long. C'est un exemple c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une autre Lisa Lang dans un Talk Handbook. Elle le décrit comme ça. C'est une entreprise qui imprime des étiquettes pour l'agroalimentaire. Le lead time moyen attendu par le marché, c'est 2 semaines. Ils attendent, quand ils passent une commande, d'avoir, vous voyez, des rouleaux d'étiquettes qui arrivent dans les 2 semaines.
les équipes de l'entreprise essayent de limiter les changements de réglage, parce que ça prend beaucoup de temps, les changements de réglage. Faire des étiquettes qui sont de telle forme, avec tel type de couleur, de telle largeur, de telle hauteur, etc. Donc évidemment, vous imaginez, les temps de réglage sont quand même importants. Donc ils essayent de regrouper les commandes et puis d'avoir des commandes qui sont relativement élevées. Ce qui est le dernier point. En imprimerie, comme peut-être vous le savez, les prix sont fortement liés à la quantité. Si vous commandez 10 étiquettes, ça va vous coûter très très cher l'étiquette. Si vous en commandez 100 000, bah, évidemment, le prix à l'étiquette est bien moins. Donc du coup, les clients vont plutôt commander des grosses quantités par batch. Et globalement, c'est le cas. Alors le client, on prend un exemple de client, c'est un torréfacteur de café par exemple. Il a une centaine d'étiquettes différentes, ça dépend des pays, des langues, des qualités de café, des quantités, etc. Et lui, il veut avoir à peu près 6 mois de stock d'étiquettes. Ça lui permet de bénéficier d'un prix intéressant, puisque du coup, il commande des quantités importantes. Et ça demande, et c'est la demande globalement des clients en général, c'est qu'ils attendent une qualité de service. Quand ils commandent, ils veulent être livrés rapidement, ils veulent avoir évidemment les bonnes réponses dans l'ordre et dans les quantités et dans les temps qui ont été convenus. C'est l'OTIF. Alors, ils ont tellement bien compris du coup le core problème de leurs clients, l'entreprise, c'est qu'ils ont compris que finalement le core problème des entreprises clientes, c'est en fait c'est très compliqué de savoir à quelle vitesse ils vont consommer leurs étiquettes, parce que il suffit que le marché mexicain, le marché français, le marché américain sur voilà, le café à la vanille tout d'un coup explose pour que leurs 6 mois de stock se transforment en 15 jours et que ou leurs 6 mois de stock se transforment au contraire en 5 ans de stock et du coup les étiquettes sont évidemment obsolètes, on ne peut plus les utiliser, la législation a changé, le logo de l'entreprise, etc., etc. Et du coup, il y a des erreurs, il y a des manques d'étiquettes, du coup, commande en urgence, parfois obsolètes, et du coup, ils sont obligés d'avoir quelqu'un qui régulièrement, presque tous les jours, est obligé de regarder les stocks, les machins, pour vérifier qu'on ne fait pas d'erreur, etc. Donc, c'est une assez grosse contrainte. Et du coup, l'entreprise, elle a décidé d'essayer de répondre à ce corps problème, et pour répondre à ce corps problème, il va falloir qu'elle développe un savoir-faire qui est un petit peu différent. Et donc, elle va créer une mafia offer en disant, messieurs, mesdames les clients, vous n'avez plus besoin de faire de prévision ni de passer vos commandes. Dites-moi juste ce que vous consommez tous les jours et moi, je me débrouille pour vous envoyer sans que vous commandiez ce dont vous avez besoin. Et donc, vous aurez non pas 6 mois de stock, mais 2 semaines de stock. Et je vous garantis que vous n'aurez pas de rupture. D'ailleurs, je vous le garantis tellement que je m'engage à avoir 500 $ de pénalité pour toute journée de rupture de stock sur une étiquette. Voilà. Et donc, vous imaginez bien, alors c'est une révolution hein, dans la façon de gérer le business, qui répond complètement au corps problème du client, parce que le corps problème du client, c'était… Et alors, j'ai oublié, et en plus, j'ai oublié de le noter, pardon, les étiquettes sont au même prix que si vous les commandiez en quantité pour 6 mois. C'est-à-dire, je vous garantis un prix gros volume, alors que je vous livre, moi, tous les 15 jours, en fonction de vos besoins. Et donc, ça répond à tous les besoins du client, complètement. Et en plus, il n'a plus besoin d'une personne pour gérer, c'est vous qui gérez. Il suffit juste d'un mail tous les jours pour dire j'ai consommé tout ça en étiquette, et c'est tout. Voilà. Voilà un exemple de mafia offer, mais vous imaginez bien que, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que pour le client, il va falloir transformer son modèle opérationnel. Il faut savoir comment réaliser ça de manière extrêmement efficace, des changements d'outils, des changements de réglage qui ne posent plus problème, des équipes qui savent faire des petites séries aussi bien que les grandes séries, etc., etc. Il va falloir devenir excellent en management des opérations d'imprimante. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous rends la main. Merci. Ça nous paraissait utile d'avoir cette introduction parce que nous-mêmes, on a eu besoin de pas mal d'explications pour vraiment comprendre ce qu'était la mafia offer et comment elle pouvait être utilisée pour notre cas à nous. Donc, vous avez compris que ça vient vraiment en complément de l'analyse des clients, hein, puisque ça va plus loin pour la notion répondre au corps problème des clients. Alors, nous, notre client, ce n'est pas un torréfacteur de café, ce sont des gens qui développent et construisent des centrales photovoltaïques et de stockage d'énergie. Et une des choses qui nous a semblé être leur corps problème, en tout cas un des gros enjeux, c'est de garantir une délai de mise en route, en service des centrales. On pourrait le dire autrement, c'est faire en sorte qu'on construise les centrales le plus vite possible.
Alors c'est tellement vrai d'ailleurs que le gouvernement a fait une loi d'accélération des ENR qui finalement est quand même parle beaucoup d'accélération et donc de délai de façon générale de ces réalisations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a mis en place une méthodologie avec un arbre parce qu'en fait, quand on pose le problème comme ça, assez global, bah, souvent, ça développe plusieurs problèmes. Et à plusieurs problèmes, on essaie de trouver des solutions. Et ainsi, comme ça, on descend pour arriver à des problèmes de base et des solutions de base, ou en tout cas des solutions que nous, Skyray, on peut mettre en œuvre pour répondre. Et en répondant à toutes les cases en bas de l'arbre, eh bien, on s'assure qu'on répond au corps problème globalement. Donc, par exemple, là, sur le premier étage que vous voyez, pour le délai de mise en service, on a identifié deux grands aspects, le délai de raccordement et puis le délai des chantiers eux-mêmes, ce qui est deux problématiques assez différentes sur lesquelles on n'a pas la même maîtrise. Et donc, ça donne des actions et des problèmes différents et on a descendu. Alors on a fait cet exercice et ça donne des choses assez concrètes. Par exemple, pour ce qui nous concerne, le domaine du photovoltaïque, c'est un domaine dans lequel la supply chain, donc la logistique, est fortement internationale avec beaucoup d'équipements qui viennent d'Asie et de Chine en particulier. Et donc, pour bien construire des centrales rapidement en Europe, il faut avoir une connaissance de ces équipementiers, de ces fournisseurs et de leurs problématiques à eux. Et donc, très concrètement, on a décidé de staffer dans l'équipe une personne qui a vocation à être en capacité d'échanger avec ces gens-là et d'être en relation directe avec ces gens-là. Quand bien même, c'est souvent nos clients qui achètent les équipements, mais finalement, on vient donner un appui pour participer à la garantie de ces équipements-là. Un autre exemple, mais qui est lié à ça, on crée une base de données des équipements principaux d'une centrale photovoltaïque pour lesquels justement on se donne l'objectif d'avoir une vision et une connaissance des chaînes logistiques. Voilà, ce qui ne nous aurait pas paru immédiat au début, mais qu'on a identifié grâce à ce travail-là. Voilà pour la Mafia Offer. Toujours pas de questions, hein, j'ai vu dans le chat a priori, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des remarques, des questions, à les poser. Alors, le troisième, puisque après l'analyse des clients, la Mafia Offer, un autre gros mot qu'on a appris avec Optim, c'est le throughput. Alors ça, on adore le throughput. Et donc là aussi, on a trouvé beaucoup d'intérêt à regarder comment ça s'appliquait à Skyray. Et je laisse à nouveau Optim faire une introduction pour être sûr que la problématique, ou en tout cas la méthode est bien comprise. C'est juste. Ok. J'explique le principe. On est plutôt aujourd'hui dans les entreprises qu'on remarque, il y a plutôt une obsession, on se dit comment je vais réduire les coûts. Et là où le throughput fait justement changer de mindset, c'est de se dire en fait le véritable but, c'est pas de réduire les coûts, c'est d'augmenter le débit de valeur de l'organisation. La question de base, elle n'est plus comment je réduis mes coûts, mais elle est comment j'optimise ma création de valeur avec les moyens disponibles dans un environnement où généralement on a repéré une contrainte, au moins une ou deux, on va les voir derrière. Donc les corollaires, ça veut dire on doit justement identifier ce qui m'empêche d'augmenter mon débit de valeur. C'est là où on va chercher les contraintes qui peuvent être internes ou externes. L'exemple, on verra, je vous illustrerai pour Skyray. Mais là, un exemple, ça peut être le marché, ça peut être les clients, ma contrainte externe. Ça peut être un profil, une expertise particulière qui est très en tension. Et ça peut être bien sûr dans ma performance interne, donc aussi de la ressource, l'une des compétences ou d'autres exemples que vous verrez avec Skyray. Donc voilà, le message qu'on veut vous faire passer sur ce terme throughput accounting, c'est qu'on est vraiment là en opposition au cost accounting qui présente donc le risque de désoptimiser la valeur pour faire parfois des fausses économies. On a l'impression de faire des économies et finalement on le fait au détriment de la création de valeur globale de l'entreprise.
Voilà pour le concept. Alors, du coup, le concept, il s'applique en économique. Hein. Le throughput, ça peut être des euros, mais ça peut être autre chose. Ça peut être le but, si votre but est sociétal dans une organisation de type associatif, par exemple, ou si au-delà de votre projet de transformation, enfin, dans votre projet de transformation, il peut ne pas être reposé sur un objectif économique, mais par exemple de la sécurité au travail ou des choses comme ça, vous avez évidemment le throughput, c'est le flux de valeur, en fait. Hein. C'est la comptabilité du flux de valeur. Ce flux de valeur peut être de n'importe quelle nature, d'une certaine manière. Et on aime beaucoup le représenter avec l'image de droite. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi on vous a mis des sièges d'avion. On utilise souvent, si vous allez sur le blog d'Optime, vous verrez 2-3 articles sur des compagnies aériennes où on essaie d'expliquer leur raisonnement et comment ils font pour raisonner, hein, sans pour autant subventionner ni soutenir particulièrement le développement du secteur aérien. L'idée ici, c'est de dire, en fait, si vous avez une approche cost accounting, vous allez dire, j'essaye de faire attention à ne pas vendre mes sièges en dessous de leur prix de revient. Et leur prix de revient moyen, c'est tous les frais de l'entreprise ramenés au siège, au kilomètre, à l'avion, etc., au trajet. Alors que si vous êtes dans une approche throughput accounting, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais de mes sièges vides? C'est-à-dire comment j'arrive à valoriser quand même le fait qu'il y ait des sièges que je n'ai pas réussi à vendre. Et donc, vous avez évidemment, vous voyez bien arriver toute la logique qui vient avec le throughput accounting, qui est le lastminute.com, le comment j'arrive à, finalement, l'objectif, c'est de remplir les avions au prix, évidemment, le plus élevé possible, mais c'est globalement, c'est le chiffre d'affaires ou le revenu apporté par mon avion dans son ensemble qui m'intéresse, c'est pas le prix moyen du siège, parce que le prix moyen du siège ne m'intéresse pas, c'est un objectif, un KPI qui désoptimise, en fait, le raisonnement et qui empêche d'atteindre l'optimum. Là, j'ai dû aller vite. Hein. J'espère qu'il y aura des questions. Parce que s'il n'y a pas de questions, c'est que. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis allé. C'est pas une cabine d'avion, en fait, c'est une voiture de TGV. Ah, c'est une voiture de j'allais TGV. dire. Non, si, Non, si, tu pourrais. c'est plus vertueux quand même. Ah oui, d'accord. Ok. Ça marche, à mon avis, la SNCF fait la même. C'est pareil. C'est pareil, absolument. Très bien. On vous rend la main. Bon, donc nous, chez Skyray, c'est un élément vraiment important parce que, alors évidemment, quand on démarre une activité, les moyens, alors c'est aussi un des 10 items qui était proposé. Alors je crois que c'était pas celui qui a été vraiment mis en avant parce que effectivement, alors c'est évidemment un enjeu de faire avec les moyens qu'on a et ils sont pas illimités. Mais quand même, quand on démarre une activité, c'est pas là au début que il y a en tout cas pour nous, ça n'a pas été la contrainte principale. Et c'était pas non plus l'objectif de réduire les coûts dès le début. Donc c'est plutôt d'ailleurs comme ça. C'était pas notre objectif, c'était pas de réduire les coûts. Notre objectif, c'était vraiment de démarrer, de développer et grandir. Donc ça, c'est l'explicitation de l'objectif encore qui arrive. Par contre, même une fois que ça c'est clair, il y a quand même des contraintes. Et donc nous, on a identifié une contrainte qui est une contrainte de ressources pour le coup, puisque, alors là c'est évidemment un résultat assez évident aussi après coup, mais en fait dans notre structure telle qu'elle a démarré, les gens qui au début, alors ça va être de moins en moins vrai, mais quand même, les gens qui gagnent les affaires, qui sont capables d'aller voir les clients et de rapporter des projets, c'est souvent beaucoup les mêmes que ceux qui produisent ensuite les affaires elles-mêmes. Et donc, on a sans cesse le balancier entre aller chercher des affaires, les gagner, et puis ensuite les produire. Et en approfondissant la notion de throughput et de contrainte, on s'est dit que quand même, nous, chez Skyray, la contrainte la plus forte, c'était au niveau commercial. Précisément parce que notre objectif est d'avoir un objectif de croissance et que donc, il faut évidemment produire derrière, mais il faut surtout gagner beaucoup et de plus en plus d'affaires. Donc, ça a été... donc voilà, c'est ce qui est explicité là. Et donc, on a travaillé sur des actions, on en a déduit des actions assez simples, en identifiant justement les deux domaines, hein, donc accroître le carnet de commandes et maximiser la production. Alors, il y a des actions qui sont communes, comme par exemple vendre plus cher, enfin vendre cher les contraintes limitées, déléguer le maximum de choses par rapport aux ressources qui sont contraintes,
et industrialiser nos méthodes pour être plus efficaces. Donc ça, c'est pour les actions communes. Et puis après, des actions qui sont propres à chacun des deux domaines. Et par exemple, pour augmenter le carnet de commandes, on a décidé qu'on dédiait dans le planning des ressources pour les personnes contraintes un nombre de jours, j'allais dire presque non négociable, à passer à minima pour faire du commercial. On est souvent tenté, on peut être tenté, dans une petite organisation, une organisation comme la nôtre, de produire parce qu'il y a un client qui appelle et il a besoin de son livrable pour demain et on repousse des choses qui sont plutôt moyen et long terme, comme le commercial, à plus tard. Et finalement, c'est un piège. Et donc, voilà, on a sanctuarisé dans notre planification des ressources des temps à passer par les contraintes, les gens contraints pour faire du commercial. Et on a fixé un objectif aussi dynamique, puisqu'on a dit que notre carnet de commandes devait être toujours égal à 8 mois de chiffre d'affaires. Et comme on a un objectif de chiffre d'affaires en croissance, eh bien, ça nous oblige à sans cesse revoir l'objectif de carnet de commandes. Voilà pour le carnet de commandes. Et puis d'un point de vue production, je vais peut-être commenter je peux commander les deux premiers points. On a été amené à distinguer deux grandes excellences opérationnelles, deux grands domaines d'excellence opérationnelle. Et c'est vraiment important. Il y a évidemment, on fonctionne en mode projet et donc il faut qu'on gère bien nos projets. Et ça, il y a des méthodes qu'on met en œuvre. Là aussi, on s'est fait aider et on a formé nos collaborateurs avec l'aide de team. Mais il y a aussi la dimension de gestion de portefeuille de projet, puisque avant que un projet soit affecté à un chef de projet qui s'occupe de son projet, eh bien, il y a plein de projets qui arrivent avec des plannings différents, avec des besoins différents. Et donc, il y a un besoin pour optimiser l'ensemble de la production, d'avoir une vision au niveau du portefeuille. Et là aussi, il y a des méthodes bien appropriées. Deux questions pour toi, Olivier. Besoin de petite clarification sur ce que vous appelez Sell Expensive Constraint Resources, donc vendre plus cher les ressources contraintes. Oui, alors je pars sur le contrôle, mais l'idée est assez. Dans une équipe, il y a tout un tas de collaborateurs qui sont tous aussi importants les uns que les autres, mais justement, avec la théorie de la contrainte, on identifie les gens qui sont le goulot d'étranglement. Et donc, pour nous, c'est les gens qui font à la fois le commercial et qui sont chefs de projet. Et donc, ces gens-là, quand on fait un devis, on les valorise plus pour qu'ils soient utilisés à bon escient. C'est-à-dire que, alors, ça a deux vertus. D'abord, ça maximise le flux de valeur, pour le coup, parce qu'on les vend plus cher. Ouais. Et puis, ça nous pousse à se poser à chaque fois la question de savoir ce qu'on peut confier à d'autres qui sont moins chers, dans un souci de compétitivité, mais aussi dans un souci, et ça donne ses vertus, puisque ça permet d'organiser mieux et de diminuer la contrainte. Okay. La deuxième question est sur votre objectif des 8 mois. Comment vous avez fixé en fait cet objectif temporel sur 8 mois? Oui, alors c'est une très bonne question. C'est quelque chose qu'on ajuste au fur et à mesure du temps. Alors évidemment, autant vous dire qu'au début, on a démarré, on avait un jour de chiffre d'affaires devant nous. Et puis, on s'aperçoit que c'est vraiment pas assez. Donc, on est monté à 2 mois, 3 mois. On prend des affaires qui sont des affaires. On a des cycles d'affaires assez différents. On a été amené à distinguer justement deux grands types d'affaires, avec des cycles courts qui sont des affaires qui tournent sur moins d'1 mois, et des cycles longs avec des affaires qui tournent sur 2 ans, pour donner des ordres de grandeur. Et donc, on s'est aperçu à la fin que pour que ça fonctionne, compte tenu de notre équilibre en ce moment entre les deux types d'affaires, il fallait à peu près 8 mois pour à la fois l'assurer. En fait, ça permet d'assurer à la fois un plan de charge, je veux dire, confortable, mais adapté à court terme, mais aussi, ça nous permet d'avoir une vision suffisante à moyen et long terme pour générer les embauches et les recrutements qui, eux, sont sur des durées plus longues. Donc, on va dire que ça, c'est vraiment le savoir-faire qu'on acquiert au jour le jour. J'étais dans d'autres sociétés d'ingénierie où c'était un chiffre beaucoup plus fort. Il fallait plutôt être à 1 an et demi de carnet de commandes parce qu'on était sur des cycles plus longs. Dans notre métier, avec 8 mois, on se développe très bien, y compris pour le long terme et la croissance.
Et est-ce que vous vous posiez la question de faire baisser le prix si le carnet de commande n'est pas à 8 mois? Si vous atteignez pas ce qu'on appelle, nous, des promos. Ouais. Le lastminute.com existe désormais chez Skyray. Oui, bonjour, Monsieur Guérin. Ouais. On a été amené de temps en temps, lorsque notre indicateur de carnet de commande était présent à faire. Je souhaitais avoir responsable supply chain, je cherche son nom. Il n'est pas arrivé très souvent. Oui, très bien. Pardon. Et on a une dernière petite question là de Pascal. Il réexplique que le fait d'avoir un avantage compétitif Mafia Offer implique l'analyse de la concurrence. Ouais. Vous aviez un peu expliqué. Et du coup, il questionne quelle est l'analyse du positionnement de Skyray. Positionnement par rapport à la concurrence. Je pense que c'est le premier point. Comment vous êtes par rapport à... c'est quoi votre différence en fait? Le premier point, l'Operation Excellence, je pense. Oui, alors c'était quelque chose que j'avais pensé me dire un peu au début, mais ça me donne l'occasion de le dire maintenant. Le photovoltaïque, c'est un domaine, alors on est des passionnés, Émeric et moi, donc on va en parler des heures, mais c'est un domaine. Alors moi, précisément, j'ai découvert avec Skyray. Je venais du monde de l'ingénierie, mais dans d'autres filières. On entend maintenant assez souvent parler. C'est un domaine qui est passionnant parce que c'est vraiment une énergie qui a beaucoup de qualité, mais qui a une histoire alors assez longue déjà. Il y a eu les années 70 avec des tout petits projets, il y a eu 2010 où ça a démarré fortement, trop fortement, il y a eu un moratoire, et là ça redémarre sur des bases plus saines. C'est un sujet qui quand même est assez récent, on va dire à l'échelle de notre développement d'un pays en général. Et donc ça se fait un peu dans toutes les directions, avec des modes un peu cow-boy, ce qu'on dit quelquefois. Et donc finalement, nous, Skyray, c'est vraiment une idée forte de notre maison mère en créant Skyray, c'est d'apporter un pilier pour le développement vertueux de cette filière-là. Typiquement, il y a les constructeurs, il y a les investisseurs. Les investisseurs, c'est nos clients. Les constructeurs, c'est les sociétés de construction. Et nous, on est le pilier de l'ingénierie qui était assez peu présent, qui est encore assez peu présent et qui vient apporter de la méthode, de la rigueur, de la qualité dans les projets. Et on considère que donc nous, notre positionnement, c'est celui-là, c'est de venir d'offrir des services qui garantissent la qualité, la fiabilité, la durabilité des projets. On considère que le pire qui puisse arriver aujourd'hui à cette filière-là, c'est des contre-références. On considère qu'on a besoin du photovoltaïque dans le monde pour réussir tout un tas de choses. Et donc, il faut réussir les projets. Et l'ingénierie a un rôle à jouer. Et donc, on a plutôt une position premium pour justement apporter cette excellence technique au service de nos clients. Et donc, les outils qu'on a présentés là de Mafia Offer sont très empreints de ce positionnement. C'est excellent, ok. Recherche. Merci. Voilà. Super, merci. À moi. Alors, ici, donc là, moi, je vais présenter les process qu'on a mis en place suite à toute cette réflexion et les outils qui sont là pour supporter les process. Donc, la cartographie, l'architecture des process qui a été mise en place, elle est là avec 6 processus. Là, sur la cartographie, vous avez à gauche les données d'entrée, les parties prenantes des clients, des marchés, des partenaires, une équipe. Et tout à droite, ce qui doit sortir de la société Skyray, les résultats de la machine Skyray. Donc, dans ces 6 process, il y en a 2 qui vivent au quotidien, qui sont les 2 premiers. Gagner les projets, donc la partie commerciale, et Achieve Project, donc réaliser les projets. Pas de révolution ici, mais malgré tout, on se rend compte que de les avoir posés, ça permet de cibler des réflexions, de poser des process et des outils là-dessus. Et donc, c'est ceux dont on se sert le plus. Il y a 4 autres process dans cette architecture. La stratégie, donc ça, c'est la vision moyen-long terme. Manager la performance, donc ça, c'est l'efficacité, la qualité, la performance de manière générale.
Le 6 en bas à droite, c'est la mise en place d'un système d'information, un système informatique efficace pour servir tout ça. Et le numéro 5, qu'on va développer un petit peu juste après, c'est le knowledge management, capitalisation de la connaissance, comment apprendre de ce qu'on fait au fur et à mesure des projets. Donc, juste après, sur ce slide-là, ce focus capitalisation de la connaissance. Donc, pour ce process-là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plusieurs outils. Et avoir besoin de plusieurs outils pour des choses qui peuvent être un peu similaires, qui concernent par exemple des clients, c'est intéressant de bien cartographier pour pouvoir déjà s'organiser et puis communiquer en interne pour bien savoir où et quoi. Donc là, typiquement, il y a 4 outils. On utilise la suite Microsoft. Spoiler. Donc, à droite, on a SharePoint pour stocker les documents. Je pense que c'est quelque chose d'assez classique. On a le OneNote qui vient de Microsoft aussi, qui est un outil assez fluide pour pouvoir écrire des documents et collaborer sur des prises de notes. Donc, c'est là où on met nos guidelines. Les guidelines, c'est nos lignes directrices, nos méthodes pour assurer la qualité, l'uniformité de ce qu'on fait chez Skyrim. Furious, c'est notre ERP CRM. Donc là-dedans, on a les informations projet, les informations clients. Donc les offres commerciales, ce qui est signé, le suivi de la facturation, le suivi des temps, le suivi RH dans le sens congé, home office aussi, on met dedans. Donc assez complet. Et l'outil Basecamp, tout à gauche, qui lui est une plateforme, c'est un site web de discussion et de to-do list. Je ne sais pas si vous avez une autre définition, mais je le définirais comme ça, un site web de discussion qui permet des échanges. On l'utilise parce qu'on a trouvé ça un petit peu plus fluide que Teams pour l'usage qu'on en fait. Donc voilà, sur cette cartographie, ça permet de dire, si on prend l'exemple client, où est-ce que je peux trouver quoi? Sur Furious, j'ai les informations, contact, numéro de téléphone, facture et tout ça. Et sur Basecamp, j'ai toutes les discussions associées, les derniers rendez-vous, les dernières offres, qu'est-ce qu'on a gagné, et les éventuels échanges qu'on pourrait avoir pour que tout le monde soit au courant. Okay. Alors, on a fait ce mapping et en fait, on s'est rendu compte que ce mapping, donc il y a plusieurs étapes. Il y a le fait de mettre en place les process, donc on les écrit, on les pose, ça sort de ça. Et après, il y a la revue des processus. La revue des processus, elle permet de s'assurer que ce qu'on a mis en place, ça marche, ça sert à quelque chose. On s'est rendu compte que ça, c'était super joli, mais que c'était un petit peu compliqué dans l'utilisation et qu'il y avait un petit peu de perte en ligne, parce que ce n'était pas assez clair encore où est-ce que devait être trouvée quelle information. Donc, pour assurer un petit peu plus de clarté là-dedans, on a fait un tableau qui va aller classer par item, en fait, par item. Donc, typiquement, chez Skyrim, c'est beaucoup suivre les technologies, les derniers modules photovoltaïques, les technologies de tracker, les contraintes dans un nouveau pays, les contraintes, différentes contraintes qu'on pourrait avoir pour un projet qu'on suit au quotidien et comme ça on apprend au fil de l'eau, au fur et à mesure de notre projet. Et on suit aussi des items un petit peu plus génériques. Donc là, c'est l'exemple que j'ai pris qui a un focus sur une partie RH et intégration des nouveaux arrivants. Donc, l'intégration des nouveaux arrivants, on peut trouver des informations sur Basecamp, sur SharePoint et sur OneNote chez Skyrim. Et donc, ça, petit récap, ça permet de dire que ici, sur Basecamp, les nouveaux arrivants, ils vont trouver une discussion liée qui va pouvoir envoyer sur différents liens, poser les questions si on en a. Et puis, ce qui est pas mal, c'est voir les questions que les anciens nouveaux arrivants ont posées quand ils étaient là. Oui. J'en profite, il y a une petite question sur le choix entre Teams et Basecamp, justement. Comment tu as évalué la fluidité? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de répondre à ça. Non, je plaisante. En fait, sur Teams, on a commencé par Teams. Et on s'est rendu compte que c'était trop compliqué parce que les gens n'arrivaient pas à trouver le bon dossier
Le bon canal, c'est ça? Ouais, le bon canal, en fait, entre les discussions, les équipes, on n'a pas réussi à faire que ce soit simple d'expliquer et d'utiliser. Donc ça, c'était le premier point. En fait, c'était un fait. On a vraiment essayé, parce qu'on voulait plutôt avoir une solution intégrée et pas s'ajouter un logiciel. Et la deuxième chose, un des points qui nous a fait aussi choisir, c'est le moteur de recherche. En fait, le moteur de recherche des mots-clés dans Basecamp, il est mieux. Voilà, il est plus efficace, cherché par personne, par... Mais c'est équivalent à Slack, Basecamp. Slack, ça fait partie du même ouais, je connais circuit. Slack. Je pense qu'il y a pas mal de startups qui utilisent des applis comme ça qui permettent d'échanger, discuter et des liens. Okay. Voilà. Après, ça, c'est des choses qui sont là aujourd'hui. On a des revues de direction. Il y a d'autres logiciels qui existent. Aujourd'hui, j'ai regardé Notion. Et Teams, ça change tellement tous les mois aussi qu'on n'est pas à l'abri. Voilà. Pour un nouvel arrivant sur SharePoint, qu'est-ce qui peut l'intéresser? C'est le Welcome Booklet, c'est donc le livret d'accueil. Et enfin, sur OneNote, la guideline qui correspond aux nouveaux arrivants, c'est sous forme d'une checklist de ce que tu dois faire quand tu arrives les premiers jours, les premiers mois, que tu suis avec ton sponsor. Et donc là, on a un peu la vue d'ensemble pour cet item-là de où sont les choses dans toute la cartographie Skyrim. Voilà. Donc, intérêt de poser et très fort intérêt de faire la revue des process qu'on a posés. Pour finir sur cette partie process, là, on revient sur un niveau un petit peu plus d'ensemble. Le fait de réfléchir au but, de réfléchir aux objectifs, ça nous a permis de poser ce dashboard, ce tableau de bord, donc qui sert tous les mois pour échanger avec l'équipe, avec le board et entre nous avec Olivier. C'est assez classique, je pense, mais voilà, c'est quelque chose qui a pas mal bougé en 2 ans et qui va peut-être encore bouger, mais c'est vraiment en une page les indicateurs principaux qui nous permettent de suivre la stratégie, donc comment ça avance et de contrôler certains éléments pour voir s'il y a des actions à ajuster, commerciales, RH ou autres qu'on pourrait avoir. Cette diapo, c'est aussi une façon, comme c'est la dernière, de faire la synthèse entre justement à la fois cette approche très globale avec la stratégie, cette approche très processus qu'a décrit Émeric, et on considère que même si on est une petite structure, on a mis beaucoup d'attention à bien structurer tout ce que l'on a initié pour pouvoir grandir dans de bonnes conditions. Et donc, ce tableau de bord, finalement, c'est à nouveau un focus à 360 degrés qui fait remonter des processus, une information très globale au service de la stratégie. Et puis, peut-être comme un dernier mot, ce qu'on peut dire, c'est que donc, grâce au travail de tous, nos collaborateurs en premier, grâce à nos premiers clients, on est aujourd'hui une société de 20 personnes et on a mis en place des choses qui nous ont permis de grandir à 20 et on est en train de réfléchir avec Optim sans doute pour la deuxième partie de notre aventure. On a un objectif d'arriver d'ici 2-3 ans à 50 personnes. Et donc, inévitablement, on re-questionne tous les sujets qu'on a présentés aujourd'hui, y compris l'objectif. Puisque dans l'objectif, aujourd'hui, il y a l'idée avec notre actionnaire d'intégrer plus de RSE et de voir comment, à la fois en interne, en externe, on peut associer à un modèle financier efficace des éléments de RSE. Et donc, on va sans doute à nouveau rembobiner tous les processus pour voir comment être au service de cet objectif-là. Donc, on compte bien sur Optim pour cette nouvelle étape. C'est cool, merci. Super, merci beaucoup, vraiment. J'ai été un peu trop court, pardon, on va sur une question sur le dashboard, sur le tableau de commande. Vous parlez de 8 mois, donc je vais laisser l'order book. Vous parlez de 8 mois pour le cahier de commande, mais le tableau de bord ne montre qu'une valeur. Moi, je vois
Non, alors Sur la société. le carnet de commandes, là, on décrit un peu, hein, c'est un peu nos tripes, là, mais donc là, vous voyez, il y a 1,16, hein, donc 1 160 000. On fait, alors dans le tableau, vous voyez qu'on fait à peu près 200 000 euros par mois, donc 8 mois, on devrait être à 1,6 million, et on a 1,16 million, donc on n'est pas aux objectifs de 8 mois. Mais ça, c'était mars, hein, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné de grosses affaires depuis. Et donc aujourd'hui, on a un carnet de commandes qui s'approche de 8 mois. Mais comme ça va cranter à nouveau, bah ça veut dire que l'effort commercial, on le poursuit exactement dans cette idée que, attention, la contrainte, elle est commerciale. Et donc, ça paraît, nous, très directement, grâce à ce tableau de bord-là, on suit exactement cet indicateur-là. Merci beaucoup. On continue évidemment avec les questions jusqu'au bout. On va reprendre en quelques mots. J'espère que ce sera que quelques mots. Excusez-moi, il faut que je retrouve mon document. C'est celui-ci. Tac. Voilà, donc peut-être à partir de là, on voulait partager avec vous quelques éléments de méthode et en fait prendre une position un peu méta par rapport à ce qui vous a été expliqué, mais en même temps de reprendre les outils. Hein, vous allez voir, on va reprendre des outils en les utilisant un peu différemment. Du coup, nous, quand on travaille sur une organisation comme ça qui veut monter une marche et qui veut avoir vraiment cette assurance de réussir sa rupture, d'abord, on définit le système, évidemment. Hein, ensuite, on travaille sur le but. Et donc là, je vous propose donc, de maximiser la réussite des développements stratégiques. Voilà, l'idée, c'est d'être un peu générique et puis de regarder comment on fait pour atteindre ce but. Comment on fait pour maximiser la réussite de mon développement stratégique. Voilà. Alors, on vous propose, encore une fois, c'est adapté à chaque entreprise, à chaque réalité, à chaque business, etc. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'un peu moyennisant, mais sur lequel on va reprendre, vous allez retrouver des éléments de la mafia offer, etc., qu'on va voir ensemble. Donc, 3 facteurs clés de succès, les 3 flèches dans la cible, là, c'est votre offre ou votre solution, elle doit répondre au corps problème de vos clients ou de vos bénéficiaires, si vous êtes une association, si vous êtes service public. Votre réelle excellence opérationnelle, hein, il ne faut pas croire qu'une simple offre réussit, mais non, il faut, au-delà de l'offre, il faut savoir la délivrer, et il faut savoir la délivrer mieux que les concurrents, parce que sinon, les concurrents vont vous copier, et donc vous allez perdre votre avantage. Et puis, bien entendu, on l'oublie souvent, il faut une gouvernance qui soit aussi agile et éclairée, c'est-à-dire que dans un projet de montée comme ça, ce qu'on a prévu, c'est pas toujours exactement ce qui se passe. Donc, il faut arriver à évidemment remettre en question, réinterroger et être. Je vais définir ce que j'appelle éclairé. Alors, vous avez vu tout à l'heure, au tout début, je crois que Olivier a parlé de l'arbre du but. Hein, il est parti du but de Skyrep et des key success factors. Ben voilà, si on reprend cet exercice, pour maximiser la réussite des développements stratégiques, pour nous, il faut 3 clés de succès. Il faut répondre au corps problème de vos clients. C'est les 3 flèches d'avant. Hein, je les ai remis juste dans l'arbre. Développer un avantage compétitif sur le corps problème du client. Il ne faut pas avoir un avantage compétitif à côté du corps problème, parce que sinon, vous allez faire un peu de mousse, ça va faire joli, mais ça ne sert pas à grand-chose à votre client. Et si vous ne faites pas gagner votre client en même temps que vous, probablement que votre business, il est à court et moyen terme, il est pas très en phase de réussite. Et puis, comme on l'a dit, une gouvernance agile et éclairée. Donc, ces 3 points, je voudrais les développer. Le premier, si je le développe, c'est-à-dire le premier, c'est répondre au corps problème de vos clients et de vos bénéficiaires. 3 conditions nécessaires. Il faut absolument avoir la réponse à ces 3 points. Il faut avoir compris le corps problème. C'est-à-dire qu'il faut tellement connaître vos clients que vous êtes capable de comprendre leur business model. Il faut avoir compris leur business case, pourquoi ils veulent faire ça, où est-ce qu'ils en sont, quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs difficultés, pourquoi ils viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils viennent acheter vraiment. Ce n'est pas nécessairement dans leur cahier des charges, parce qu'ils n'en sont pas nécessairement complètement conscients non plus, mais de tellement connaître vos clients que vous savez profondément quel est leur corps problème. Évidemment, il faut avoir une réponse unique qui répond au corps problème. Et enfin, il faut le faire savoir. Et pour le faire savoir, il y a évidemment être bon en communication, mais il faut avoir, par exemple, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur les étiquettes, dire à un client tout jour de rupture, je te paye $500, c'est une façon de lui faire connaître, parce que ça va l'accrocher. C'est-à-dire,
mon fournisseur, il est tellement confiant dans son excellence opérationnelle qu'il est capable de s'engager à mes côtés et que, du coup, on a vraiment les mêmes objectifs, lui et moi. Moi, je ne veux pas de manquant et mon client et mon fournisseur, il s'engage à ce que je n'en ai pas. Ça veut dire qu'on est vraiment, on regarde le but dans le même axe. Une question qui me semble pertinente. Allez-y. Non, pourquoi une non. réponse unique? Enfin, ça m'intéresse. Alors, la réponse unique, c'est dans le sens, il faut qu'elle soit différenciée sur le marché. C'est dans ce sens-là, pardon. Hein, peut-être que le mot unique, je le remettrai en question maintenant que j'ai la question. C'est une réponse que les autres ne font pas. C'est-à-dire que vous avez vraiment quelque chose qui n'est pas pareil que les autres. Que vous faites mieux, vous faites la même chose mais mieux, ou bien vous ne faites pas pareil, parce que vous avez mieux compris le corps problème et que vous avez développé quelque chose qui est vraiment une différenciation sur le marché. Voilà. C'est dans ce sens-là. C'est l'avantage compétitif. C'est une forme d'avantage compétitif, absolument. Question aussi de Delphine pour vous, Skyray. Dans une société en forte évolution donc comme la vôtre, quels sont les éléments qui vous feraient réinterroger le but? Je ne sais pas si tu la veux maintenant ou on attend. Ou... Cette question. On l'apprend juste à la rupture quand j'ai fini. Ok, super. Merci Delphine pour ta patience. Deuxième point, développer un avantage compétitif sur le corps problème. Comment il faut faire pour faire ça? Donc, on propose 4 absolument points essentiels sur lesquels il faut passer pour développer justement cet avantage compétitif sur le corps problème. Encore une fois, il faut qu'il soit au bon endroit. D'ailleurs, vous avez vu. Non, voilà. Premièrement, savoir à tout moment où se trouve votre contrainte réelle. Olivier l'a bien expliqué. Il y a chez Skyray, il y a une contrainte, c'est le deuxième case, c'est la contrainte légitime, et je ferai un petit schéma là-dessus. Mais de temps en temps, c'est plus le commerce qui est la contrainte. C'est de temps en temps, il y a certains mois où il faut les délivrer, les affaires qu'on a vendues, et donc de temps en temps, c'est la production de services qui devient une contrainte. Donc ça, c'est la contrainte réelle. C'est-à-dire de temps en temps, il y a d'autres éléments dans l'organisation qui fait qu'on limite la capacité à créer de la valeur, et c'est plus le commercial. Parce que les affaires ont été vendues, maintenant, il faut les produire. Et donc, il faut avoir ce tableau de bord à double entrée. Il faut à la fois avoir un système qui permet à tout moment de dire « Oulala, attention, là, tout de suite, là, on a une contrainte qui a popé, qui est apparue, et il faut savoir y répondre. » Donc, il faut savoir vraiment à tout moment savoir où est notre contrainte. Et en même temps, de bien avoir, c'est le deuxième point, avoir une idée de notre macro-contrainte, de la contrainte on va appeler légitime, celle qui est vraiment structurelle. Et elle, évidemment, elle est sur un des 3 processus majeurs de l'entreprise. Il faut qu'elle soit sur un de ces 3 processus, développer, vendre, produire. Chez vous, vous n'avez pas développé parce que vous alliez vendre et produire du service. Mais il faut qu'elle soit sur votre contrainte, si vous voulez qu'elle soit légitime, en règle générale, il faut qu'elle soit sur un de ces 2 processus-là. Je reviens sur ce point-là. Il faut optimiser le fonctionnement de la contrainte. Une fois que vous l'avez trouvé, votre contrainte, eh bien, il faut être sûr que vous l'utilisez correctement. Il faut être sûr que vous êtes efficace quand vous fonctionnez avec votre contrainte et que vous faites du travail à très haute valeur ajoutée avec cette contrainte. Et dernier point qui est probablement le plus complexe, et pour ceux qui connaissent la théorie des contraintes, vous reconnaissez la 3e étape, ce qu'on appelle le POOGI, le Process of Ongoing Improvement, c'est-à-dire il faut subordonner les processus à la contrainte, il faut s'assurer qu'on n'est pas en train de jouer solo, que chacun essaye d'optimiser ses indicateurs, etc., mais on est tous communs, tous ensemble, au service de la contrainte pour faire en sorte qu'elle fonctionne le mieux possible. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu entre contrainte réelle et légitime? La contrainte réelle, c'est, par exemple, Olivier et Émeric nous ont bien expliqué que globalement, comme ils sont dans une société en croissance et que c'est une petite entreprise qui n'est pas encore très connue, vous commencez à être connue, mais sur le marché européen, évidemment que le commercial, que la conquête de nouvelles affaires, chaque mois, il faut conquérir 10%, 20% de plus que le mois d'avant. Donc, voilà, c'est une marche en avant et que la contrainte légitime probablement d'une organisation qui a ce but-là, c'est le commerce, ça paraît légitime. Mais de temps en temps, ça marche bien le commerce parce qu'ils sont bons en opérationnel, parce que leur promesse client, elle est différenciée, etc. Et de temps en temps, ils en rendent tellement que de temps en temps, mais en fait, nos ingénieurs qui produisent nos services, on est en train de courir pour les recruter, pour les trouver, etc. Donc, de temps en temps, il peut arriver que la contrainte se trouve sur la production.
Et donc, évidemment, il faut être extrêmement vigilant, de ne pas laisser s'installer durablement une contrainte sur la production, parce que du coup, ça va limiter notre capacité à conquérir des marchés. Et surtout, ça va créer de l'insatisfaction client. On aura vendu des choses qu'on n'est pas capable de délivrer. Delphine souligne le fait que la contrainte réelle, en fait, elle est difficile à voir quand on en est dans le guidon. Ouais, alors ça, je veux bien répondre à cette question, hein, parce qu'effectivement, c'est vrai. Et j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Alors, et précisément, si on a pris Optime, c'est aussi pour faire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Émeric et moi, on a obligatoirement un peu le nez dans le guidon, mais on est là pour ça. Et donc, Optime, en fait, vient à la fois, vous l'avez compris, nous apporter de la méthode, des outils et de la réflexion. Et ça nous fixe aussi des séances de travail concrètement pour sortir le nez du guidon. Et donc, enfin, à titre indicatif comme ça, on fait à peu près 2 demi-séances d'une demi-journée par mois avec Optime. Et ça nous permet, voilà, on se donne une demi-journée, Émeric et moi, par mois, 2 demi-journées, c'est à peu près le rythme, pour réfléchir à ces choses-là et s'assurer que on a on a le bon niveau par rapport à tout ça. Ça fait le lien avec le troisième point, et il faut que j'accélère un tout petit peu sur la gouvernance agile et éclairée. En fait, c'est ça qu'on fait quand on fait ces points de recul. Alors, pardon. Ah ben voilà. Ah, j'avais fait un schéma sur la contrainte. En fait, alors, pour ceux qui font de la mécanique des fluides, hein, là, donc on n'est plus dans le photovoltaïque, on est en mécanique des fluides. J'ai essayé de représenter sous forme d'un tuyau la création de valeur. Vous avez 2 restrictions de débit que vous voyez ici représentées schématiquement. Le dernier à droite est le plus restreint, donc c'est là où il y a le plus de perte de charge, donc le plus de limitation de la capacité de valeur. Mais qui peut être temporaire, c'est-à-dire ça peut être juste parce que mon tuyau que j'ai déroulé pour arroser mon jardin, là, il s'est pincé, donc j'ai une contrainte, mais c'est pas une contrainte structurelle, c'est une contrainte temporaire. Il suffit que j'y aille, que je défasse le petit coincement de mon tuyau d'arrosage et tout ira bien. Il n'empêche que du coup, potentiellement, si ça vous arrive, vous avez un stock de retard qui commence à grandir en amont de cette contrainte. Mais la contrainte légitime, elle, c'est par exemple la capacité de votre débit d'eau de votre robinet. Hein. Si vous avez un robinet qui est capable de faire du X litres par minute, vous n'aurez pas plus. Et donc, vous avez votre contrainte légitime qui se positionne ici, et c'est celle-là sur laquelle il faut travailler, évidemment, en faisant attention de ne pas avoir des contraintes réelles qui viennent s'installer durablement, parce qu'elles deviendraient évidemment les contraintes sur lesquelles il faut absolument focaliser. Je voulais dire d'autres choses, mais comme j'ai peu de temps, si vous avez des questions, on répondra éventuellement offline. Dernier point, la gouvernance agile et éclairée. Je commence tout de suite par celui de droite parce que c'était un petit clin d'œil. Évidemment, pour avoir une gouvernance agile et éclairée, c'était ce que dit Olivier à l'instant, c'est des consultants à 360 pour avoir les angles morts. Bon, voilà, c'est notre petit clin d'œil à nous. N'hésitez pas à venir nous en parler. Mais plus sérieusement, les 3 de gauche, et je ne le détaillerai pas, aucun optimum local au détriment du global. Dans toute organisation, et plus elle est grosse, plus c'est facile d'avoir des optimums locaux qui se mettent en place dans les organisations entre le commerce, la production, les achats, la RH, etc., etc. On va avoir tendance à faire des optimums sur chaque métier, en fait, ou chaque bout de processus, alors que c'est une erreur, évidemment. On doit tous être au service du but, d'où l'importance, même si ça paraît obvious, évident, de chaque fois réécrire le but, de le garder écrit partout. On est au service du but, on n'est pas au service de son métier. Gestion des paradoxes rapide et efficace. Toute organisation, justement, elle est divisée en métiers et donc elle crée des paradoxes. Et donc la gouvernance, elle doit les lire, les voir et pas les laisser faire. Pas faites comme vous pouvez, vous vous débrouillerez bien. Hein. Ça, c'est la fuite. Mais de prendre ses responsabilités et de choisir, de prendre des décisions quand il y a des paradoxes. Dernier point, et qui ressort aussi dans la questionnaire qu'on avait tout à l'heure, hein, c'est des ambitions adaptées aux moyens. Je considère aujourd'hui qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont les yeux plus gros que le ventre et qui ont du mal qui lancent beaucoup de choses, qui lancent beaucoup d'initiatives, mais qui en fait condamnent ces initiatives par le fait que de toute façon, il n'y aura pas les moyens, d'où la gestion de portefeuille de projet, la gestion de portefeuille d'initiatives, de bien adapter son ambition à ces moyens. Ou d'augmenter les moyens, évidemment, hein, mais donc c'est la même chose, hein, pour être sûr de réussir, ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Le drame de la pâte feuilletée, c'est un petit teasing, là, je vais pas en dire beaucoup, c'est juste de vous dire que quand on a les yeux plus gros que le ventre, ce
qui se passe, c'est que on veut faire une pâte feuilletée. Mais vous voyez que si vous faites un gâteau avec ce morceau de pâte feuilletée, bon, ça risque d'être un peu raté en fait. Hein. Il faut qu'elle soit un peu plus fine. Donc vous allez prendre votre rouleau à pâtisserie et vous allez l'étaler. Mais en fait, c'est comme ça que vous faites quand vous avez trop de projets au départ. Vous prenez un rouleau à pâtisserie, qui est vos moyens, qui sont vos moyens, votre capacitaire en fait, et vous donnez un bon coup de rouleau sur la pâte pour l'étaler à plus que 2 ou 3 mm. Sauf que ce qui se passe, c'est que tous vos projets ont augmenté en durée, sans que vous vous en rendiez compte en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rajoute un petit peu de pâte par-dessus, vous remettez un coup de rouleau à pâtisserie et automatiquement, toute votre organisation, tous vos projets, toutes vos initiatives ont augmenté leur délai. Et donc, évidemment, c'est pour moi le drame de nos organisations aujourd'hui qu'on rencontre beaucoup. Et si vous voulez voir des webinaires Biomérieux il y a quelques mois, etc., ou EDAP, vous verrez que, évidemment, on travaille beaucoup sur ces questions de gestion de portefeuille. Les erreurs à ne pas faire, il y en a 4. Je l'ai déjà globalement dit, les optimisations locales. Ça remet en question les règles de reconnaissance, les règles d'alignement des objectifs. Un manque de continuité stratégique, ça c'est très important évidemment. On a beaucoup l'habitude de dire que, évidemment, si vous avez trop souvent des changements de gouvernance et des changements de stratégie, évidemment c'est très compliqué de considérer que vous allez réussir, puisque tout d'un coup les moyens sont dirigés sur d'autres projets, etc. Mais on a souvent du mal à arrêter ce qu'on avait lancé, même si c'était une erreur. Troisième élément, focus sur un indicateur au détriment des autres. Vous vous rappelez tout à l'heure l'exemple sur le coût de la pièce du siège dans un avion. Le prix moyen du siège, et donc qui donnerait le prix minimum de vente d'un siège d'avion, est une erreur qui va vous faire avoir un accident. Vous allez rentrer dans le poteau, vous allez regarder un indicateur qui n'est pas le bon. Vous allez regarder votre tableau de bord au lieu de regarder la route et vous allez avoir des problèmes. Quatrième élément, ça on y tient beaucoup et on est du coup très content d'allier avec Skyray à la fois un objectif business pour nous, mais aussi servir l'humanité par la décarbonation de l'industrie, et en particulier l'industrie de l'énergie. C'est ne jamais oublier que les enjeux du système qui est au-dessus de notre système, qui nous on appelle chez Optim le système humanité, évidemment, si on dessert le système humanité pour servir ses propres intérêts, pour nous on considère que c'est regarder un peu à courte vue et c'est se poser des problèmes pour le futur. Voilà. Excusez-moi, je suis allé un tout petit peu vite sur la fin. J'espère que ce n'est pas trop frustrant. Et je vais rendre la parole à Domitille sur peut-être quelques éléments, juste petite page de publicité en quelques mots. Ouais, merci beaucoup. Donc, il y a 2 questions auxquelles on n'a pas répondu. On vous répondra après, si ça vous va, Élise et Pascal. Une pour Skyray, une pour nous. Et je vous ai envoyé là juste dans la conversation le lien pour un petit questionnaire de satisfaction, entre guillemets, savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire, nous aider à continuer à faire toujours mieux et plus adapté. Et puis oui, on termine par une petite page de pub que vous connaissiez un peu nos prochains temps Optim Ressources. Le prochain temps suprasystème, système humanité. C'est une nouvelle fresque. Alors, vous connaissez un peu, je pense, beaucoup à connaître les fresques. Ce qui nous a vraiment paru intéressant sur celle-là, c'est d'avoir une vision systémique, en fait, du système sur la partie environnementale. On parle beaucoup de climat, mais on ne sait peut-être pas que selon la manière dont on agit sur le climat, on peut avoir des effets néfastes sur d'autres frontières planétaires. Donc, c'est prendre conscience de ces fameuses frontières pour avoir une vision globale de la dimension systémique et de faire le lien avec vraiment l'ensemble. Donc, on vous propose de venir découvrir cette fresque des frontières planétaires, voir si elle est intéressante pour vous, pour engager votre entreprise, au moins vos experts, dans une connaissance globale des sujets. On a une session en présentiel chez nous. On sera heureux de vous accueillir à Lyon pour les Lyonnais, lundi 26 juin, et une session en distanciel le 3 juillet. Notre prochain webinaire, sinon, il va être sur tout ce qui va être la démarche de management managérial, comment lancer une démarche de management recentrée sur la coopération manager-collaborateur. En fait, derrière ça, c'est ce qu'on avait initialement un référentiel de compétences manager-manager. C'est comment je fais évoluer mes pratiques managériales aujourd'hui en ayant en tête ce que je veux faire à 5 ans. Donc, c'est quoi la vision? Le groupe Gatfossé va nous témoigner en fait c'est quoi leur vision à 5 ans et comment ils ont travaillé justement avec une vraie démarche participative qui va impliquer les dirigeants, les managers, ce qu'ils attendent demain, comment on le met en place aujourd'hui, avec cette particularité vraiment de se dire, ce qui est clé aussi, c'est vraiment la relation manager-manager, ce qui permet de développer l'engagement et la coopération donc à tous les niveaux.
Et ensuite, après l'été, on continue. Vous préparez sur ce qu'on a déjà calé pour vous, nos incontournables, hein, les formations théorie des contraintes avec 2 modules qui seront le 18-19 septembre pour les 2, qui ne touchent pas forcément les mêmes profils. Un qui est vraiment centré gestion de projet, portefeuille de projet, le deuxième, et l'autre qui est sur les fondamentaux, donc qui est plutôt ce que vous avez vu un peu aujourd'hui, hein, c'est quoi la logique théorie des contraintes, le but, comment on formule son but, quels sont, on a vu un exemple d'arbre, hein, les différents process qui aident à réfléchir en se déroutant un petit peu, pour arriver à identifier les bonnes actions. Et fin septembre, on a un webinaire sur comment rendre agile justement vos projets dans un environnement mouvant, où là, on va parler pilotage agile, hybride et aspect soft skills. Et nous avons toujours l'école de consultants, donc c'est ce qui est sur la management des organisations, hein, consultante, où on lance la promo 3 en septembre. Merci beaucoup. Alors, merci Olivier Aymeric, vraiment, c'était super. J'espère que voilà, ça vous a intéressé. N'hésitez pas à remplir le questionnaire a envoyé Domiti. Nous mettre un petit mot dans le chat, Voilà, n'hésitez pas. Merci Steve, voilà. Jean-Christophe qui sont partis. Et merci à tous et toutes. N'oublions pas pour votre participation. Merci. Merci bien. Et à bientôt. Ouais. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arrête l'enregistrement du coup.